je renouvelle mon bonjour à tout le monde. Et en fait, juste une remarque, c'est que les gens qui ne... Il y a une traduction qui est assurée pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe. Voilà, donc je suis contente de me retrouver avec vous et à la tête de cette deuxième séance. Je tiens à remercier Monsieur Mehdi Mabrouk de m'avoir invité, de m'avoir proposé d'être à la tête de cette cette séance et d'animer le débat. Voilà, donc vraiment je suis ravie qu'on discute autour d'un thème qui a aussi sa dimension sociologique. Ça, je pense que nous sommes là dans une... Bon, je ne vais pas accaparer la parole, je vais aller vite, mais juste pour rappeler que le risque, le danger, on peut l'aborder sous plusieurs dimensions. En tant que sociologue, moi j'ai travaillé là-dessus et c'est extrêmement intéressant. En fait, on ne se rend pas compte que quand on prend le risque, c'est une aussi façon de s'engager et de ne pas prendre de négliger le danger devant lequel on peut se trouver. Et donc, du coup, il faut dire que les sociétés d'aujourd'hui sont des sociétés qui hyper protectrices. Bon, ça dépend de quelle société, de quel côté nous sommes. Mais en fait, la prise de risque, le danger, les résiliences, si on peut dire, les prolongements, le fait de prendre la protection en considération des citoyens, surtout de côté des politiques publiques, tout ça c'est hyper intéressant à étudier et à débattre au niveau de notre rencontre aujourd'hui. Donc, pour aller plus vite, donc nous allons nous sommes, on était en fait 4 à participer, mais je me retrouve avec 3. Alors, on va commencer par la première communication, qui est celle de, donc finalement, Madame Soudeni Sraïla, donc elle ne sera pas parmi nous. On va commencer par Monsieur Tariq Chami. Donc Tariq, il est docteur d'État, HDR. Il est chargé de cours au sein du département de l'Infocom à l'université de Béjaïa en Algérie. Ses recherches portent sur l'éthique, les médias et la société, ainsi que sur les enjeux d'acteurs sociaux et médiatiques dans les espaces physiques et numériques. Alors, sa communication s'intitule « La fabrique du risque collectif autour des procédés d'extractivisme en Algérie ». Donc, je vous donne la parole. Vous avez 20 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Micro, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne sais pas si on peut projeter la présentation. Ok. Très bien. Donc, je suis très heureux d'être ici parmi vous, donc dans cette conférence internationale, et j'en profite justement pour remercier les initiateurs et les organisateurs de cette rencontre scientifique pour leur accompagnement et leur disponibilité tout au long des préparatifs.
Donc, mon intervention va porter sur la fabrique du risque collectif autour des projets ou bien des procédés d'extractivisme en Algérie. Donc, dans cette intervention, je vais essayer de revenir un petit peu sur tout ce qui est facteur influençant cette fabrique et les acteurs intervenant aussi dans ce processus de fabrication du risque. Donc, d'emblée, il y a lieu de souligner que la contestation des projets d'intérêt général en Algérie est récente, ça remonte à une vingtaine d'années. Donc, ça touche les projets tels que les centres d'enfouissement technique, des cimenteries, des projets aussi d'aménagement et d'urbanisation, des espaces verts et encore, comme nous allons le voir, les projets de l'exploitation du gaz de schiste et celui de la mine du zinc dans le nord du pays. Donc en fait, ces protestations citoyennes affirment l'avènement d'un nouveau genre de problématiques en Algérie, à savoir les controverses environnementales jusqu'alors inexistantes. Donc, contrairement au projet ou bien au problème de la mine du zinc localisée au nord du pays, plus exactement dans la wilaya, la région de Bijaya, pour ceux qui connaissent un peu le pays. Donc, la problématique du gaz de schiste est plutôt plus marquante car elle a convergé plus d'Algériens dans tous les coins du pays et voire même à l'étranger. Mais tous les deux, c'est-à-dire ces deux projets dépassent en fait le simple phénomène NIMBY, car la mobilisation va au-delà des riverains en raison de ce que représentent ces projets à la population en termes d'enjeux et de risques. Donc leur agissement n'est que l'expression d'un sentiment négatif envers ces projets et ce qui a encouragé les citoyens à penser les enjeux de ceci en termes de risques élevés. Donc, en général, nous savons tous que la construction d'un risque est étroitement liée à la prise de conscience des individus et à la capacité de les persuader qu'un objet ou une situation donné menace leur bien-être. Mais cette construction donc, fait de l'information un élément pertinent dans la mesure où elle capte l'imaginaire des agents récepteurs et sur les dangers prévisibles. Concrètement, dans le cas du gaz de schiste et de la mine du zinc en Algérie, les opposants à ces projets en Algérie ont fait recours à l'argumentation scientifique en raison de la technicité de ces projets et du profil de certains acteurs qui animent le débat public autour de ces derniers. De tous ces acteurs, nous citons à titre d'information les membres de l'association Shems, située dans le Grand Sud algérien, qui avait réalisé deux publiés reportages sur l'incidence de cette industrie du gaz de schiste sur l'environnement naturel et la vie des populations. Par des mesures comparatives, ils ont montré que la qualité de l'eau destinée à l'exploitation du gaz de schiste est nettement meilleure à celle distribuée à la consommation de la population locale. Donc, sur la base de ces résultats, l'association en question avait relié la prévalence de l'HTA, de l'hypertension artérielle, dans cette région à la qualité de l'eau distribuée et consommée. Même constat est fait aussi pour la mine du zinc à Bijaya, où des spécialistes ont attiré l'attention de l'opinion publique des risques éventuels quant à la dégradation de la qualité de l'eau environnante destinée aussi à la consommation ménagère. Donc cette recherche de preuves palpables par la population de ces régions était indispensable dans ce processus de fabrication du risque. Ce dernier, qui était invisible, est devenu plus proche des habitants et visiblement menaçant pour leur vie. Cette peur du risque collectif imminent avait convergé les pensées et les comportements des habitants par l'effet de contagion et d'imitation sociale. Donc, poussant les citoyens à adopter des attitudes, c'est-à-dire communes, et avec qui ils sont en communication et avec qui ils partagent l'espace vital.
d'autant plus que dans ces régions, l'intensité des relations interindividuelles est plus importante. Donc, dans ce processus de coproduction du risque, les expériences occidentales en termes d'impact de la technique de la fracturation hydraulique qu'on utilise dans l'exploitation du gaz de schiste et les moratoires adoptés par certains pays offrent des preuves sur le potentiel de nuisance de cette industrie du gaz de schiste. De manière analogique, dans le cas de la mine du zinc, le risque est construit autour de la société algéro-australienne chargée d'exploiter la mine et jugée douteuse selon les révélations diffusées dans la presse nationale. Cela dit, le diagnostic communément élaboré autour de ces projets tend à classer ceci comme une menace qui représente un élément fédérateur pour la population qui partage le même territoire et les mêmes ressources vitales. Le mérite dans tout ça revient notamment aux spécialistes qui ont participé à l'éveil des consciences via des conférences, débats, des interventions publiques et médiatiques. Certains d'entre eux étaient tellement proches des citoyens, ont instauré une relation de proximité et de confiance avec la population. De par leur statut aussi, ils ont donné plus de crédibilité, plus d'existence à ces risques et de la consistance au discours critique. L'engagement aussi de ces spécialistes s'est inscrit dans divers registres critiques allant de cadre sanitaire à celui de l'environnement en passant par les aspects économiques, politiques de ces problématiques, suivant bien évidemment le profil intellectuel des uns et des autres. Ils ont aussi déployé un discours critique autour de ces techniques et procédés d'exploitation de ces richesses et leur mode de fonctionnement qui emploie des produits chimiques et des quantités importantes d'eau, entre autres. Ces acteurs pensent que l'incertitude est grande quant au contrôle de ces techniques par l'homme. Ils soulèvent plusieurs contraintes telles que la pollution des eaux par des produits cancérigènes et radioactifs, le risque de la réapparition de virus enfouis dans les profondeurs et d'éléments radioactifs. Ou encore une activité sismique et de propagation de composants toxiques dans l'air. Dans leur discours, ces fabricants de risques s'appuient sur des chiffres, des rapports d'études, des expériences négatives et des cas concrets de dommages produits notamment en Amérique du Nord. Même rapprochement est constaté dans les cas de la mine de zinc à Bijaya, où les opposants à ce projet évoquent des cas de mines qui ont tourné mal, que ce soit au Zambie, au Pérou et en Australie. Ils nomment une multitude de risques dans cette région à caractère agricole et peuplée de villageois, tels que le risque, on peut citer quelques risques de pollution de l'air, des champs de culture, problèmes respiratoires, d'intoxication par des métaux lourds ou bien de problèmes de saturnisme, difficultés de croissance, de parler de marché, déstabilisation du sol, etc. Donc tous ces inconvénients ont suscité un climat d'insécurité chez les citoyens des deux régions, car ces risques qu'ils voient imminents représentent une forme d'angoisse due à l'inconfort et au désagrément de ces objets sociotechniques. Nos enquêtés considèrent la protection de leur environnement immédiat comme valeur symbolique non négociable. Cela dit, les risques structurent les rapports des individus au monde, au temps et à l'espace qui les entoure. L'analyse de discours développée par les différents acteurs impliqués dans la construction de ces controverses montre que celui-ci est taillé selon les compétences des intervenants, leur savoir respectif, mais aussi selon les tendances et la proximité spatiale au danger.
L'intervention toujours de ces acteurs a permis d'intégrer ces projets dans un champ plus global et complexe, loin de l'espace de formulation primaire qui leur a donné naissance. Ainsi, la sphère médiatique, celle d'expression collective et institutionnelle, ont permis aux divers acteurs de produire des arguments, des discours, donnant ainsi plus de visibilité aux enjeux soulevés. Ces espaces révèlent également les rapports de force et de sens et les stratégies adoptées par chaque partie impliquée dans ce processus de fabrication. Il montre aussi les déplacements des cadres interprétatifs et explique l'effort déployé par les entrepreneurs du symbole qui recomposent l'expérience perceptuelle personnelle dans un récit de façon à la rendre tangible pour d'autres acteurs et rappelle des valeurs profondes des populations locales et l'attachement à leur terre. Dans cette quête de visibilité, les médias ont donné plus de résonance aux risques soulevés par les spécialistes. Ainsi, les critiques formulées par ces derniers sur ces projets servaient d'éléments de réflexion aux citoyens et ont alimenté davantage le débat public, ce qui a fait de ces projets des projets à risque. Cela dit, le cadrage médiatique a contribué à la construction d'un sens déclinant l'idée de l'exploitation de ces richesses naturelles et a participé à la dissémination d'une conscience critique des risques qui découlent de ces projets. Par ailleurs, les scientifiques engagés dans ces controverses étaient contraints de fournir aussi des preuves pour légitimer plutôt leur discours de risque, et en même temps, ils étaient appelés à élaborer un discours compréhensif des risques en raison de déficits d'aptitude scientifique de grand public. Cela dit, dans ces controverses socio-techniques, l'expertise scientifique avait fourni des réponses irréfutables. Elle a donc procuré plus de pouvoir au discours des sceptiques et a fragilisé en retour la thèse de zéro risque défendue par les promoteurs des deux projets. D'autres facteurs, et non des moindres, qu'on peut citer, comme la perception et la représentation des risques chez la population locale, notamment aussi le répertoire d'opportunités politiques et la disponibilité d'une élite engagée étaient aussi des facteurs qui ont favorisé l'émergence de ces risques. En ce sens, le projet de la mine de zinc a connu moins d'opportunités politiques car elle est survenue dans un contexte politique de crise post-Hirak, limitant les possibilités d'agir. Par contre, celui du gaz de schiste a connu plus d'opportunités en raison de la stabilité politique relative à l'époque, qui remonte au 2015, et de la marge non négligeable de liberté d'expression et d'action. Sur un autre plan, avant de finir, le vécu et les expériences antérieures, notamment les essais nucléaires de l'époque coloniale, qui ont marqué la mémoire collective des habitants, étaient aussi des facteurs non négligeables dans cette émergence de risques, particulièrement dans le Grand Sud algérien. Ces faits historiques donc, génèrent toujours de l'anxiété et stimulent le système d'attachement chez l'adulte en raison du risque de perte ou de séparation de la figure d'attachement. Donc, pour terminer, donc, la perception de ces projets comme une source de danger par les citoyens est en relation directe avec le travail d'information, de sensibilisation et de publicisation médiatique, tandis que la proximité spatiale à la source de danger ou encore l'existence des référents historiques négatifs recèlent des peurs et un trauma collectif qui accentue cette fabrication du risque. Voilà tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci de votre attention et je vous rends la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Tariq Chami, pour cette belle présentation. Vous avez bien respecté le temps que je vous ai accordé.
c'est très intéressant. En fait, on se trouve dans un autre, on peut dire, comme il y a une typologie de risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque comme il a plusieurs dimensions, donc on est dans un autre type de risque. En fait, c'est le risque lié au gaz de schiste et qui présente en fait un danger dont les citoyens ne sont pas totalement conscients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la mobilisation des politiques publiques pour en fait sensibiliser, conscientiser cette population et du coup on se rend compte de la perception du risque chez ces citoyens en fait qui était absente et grâce à cette mobilisation, il y a eu le danger s'est senti donc auprès de cette population et comme je l'ai indiqué, donc grâce à la mobilisation, le risque est devenu comme un danger probabilisé, donc qui n'était pas en fait le cas. Et du coup, la prise de risque est devenue utile à cette population pour pouvoir se protéger. Voilà, donc je vous remercie encore, et je vais passer la parole à Jérémy Picot, en fait, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Il enseigne au département information, communication de l'IUT de Robert Schuman depuis 2009. Ses recherches portent sur la communication des organisations, la communication environnementale. Jérémy Picot publie sur ses publications plutôt portent sur des sujets variés comme la perception des risques économiques et l'impact des fake news. Ses travaux récents explorent les stratégies de communication liées aux enjeux environnementaux. Donc Jérémy Picot va nous présenter une communication qui porte, plutôt intitulée « Le rôle de la communication politique dans le processus de résilience environnementale face aux risques climatiques », le cas de Marée de Cagny. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci au CAREP pour me donner l'opportunité de partager avec vous les résultats de cette recherche. Ce que je vais vous présenter est un travail qui prend place dans les sciences de l'information et de la communication, et je vais vous parler plus précisément du rôle des stratégies de communication dans la gestion des risques climatiques. On va finalement explorer comment la communication politique peut être objectivée pour encourager la résilience environnementale, en prenant donc cet exemple du marais de Cagny, qui est en réalité une zone humide située au nord-ouest de la France. Ce travail, il repose sur une approche expérimentale des sciences de l'information et de la communication, qui s'est inscrit dans le projet Life Adapto, qui est une initiative du Conservatoire du littoral qui visait à adapter les littoraux français au changement climatique en adoptant des solutions fondées sur la nature. Et donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, ça va être de montrer comment une communication bien orchestrée peut faciliter l'adhésion des citoyens aux mesures d'adaptation et renforcer la résilience climatique. Par là. Okay. Merci. Donc on va commencer par le contexte global qu'on a déjà bien abordé dans la première séance. Donc problématique de la résilience climatique. Ce réchauffement climatique, il nous confronte à des risques environnementaux majeurs, liés à la montée des températures, liés à la montée des niveaux marins et à des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Et face à cela, nos sociétés vont devoir adopter des stratégies d'adaptation territoriale pour protéger à la fois les écosystèmes et les infrastructures humaines. Et dans ce contexte,
les sciences de l'information et de la communication vont jouer un rôle clé pour permettre d'analyser et de mettre en œuvre des stratégies de diffusion de l'information sur le climat pour sensibiliser, mais aussi pour engager le public. Elles vont, ces sciences de l'information et de la communication, aider les pouvoirs publics qui doivent non seulement adapter le territoire, mais aussi informer, éduquer et engager les citoyens dans une participation active aux efforts de résilience. Toujours pas. Ouais. En ce qui concerne le cadre théorique de notre étude, nous nous sommes appuyés sur le concept de communication engageante qui a été proposé par Bernard en 2006 et qui a été approfondi et pour lequel Giranda et Joule en 2012 ont proposé un certain nombre de grilles d'analyse. Donc, selon ce concept, la participation active des individus dans le processus de communication va influencer positivement leurs attitudes et leurs comportements et favoriser l'acceptation et l'engagement envers les politiques publiques, les politiques d'adaptation notamment. De cette manière, les sciences de l'information et de la communication nous invitent à envisager la communication comme une stratégie de mobilisation citoyenne. La communication engageante repose sur la transparence et l'inclusion des citoyens pour instaurer une relation de confiance et non simplement comme un canal de diffusion descendant de l'information. Cette confiance, elle est indispensable pour que les populations acceptent les mesures d'adaptation, surtout lorsque celles-ci, et on va le voir, c'était le cas pour le marais de Cagny, impliquent des changements significatifs dans l'aménagement du territoire. Notre démarche, elle s'appuie aussi sur l'observation participante, telle que définie par Bogdan et Taylor en 1975, et va permettre de positionner cette expérience sur l'échelle de la participation citoyenne qui a été proposée par Hartstein en 1969. En ce qui concerne plus particulièrement notre étude, eh bien, le Conservatoire du littoral, dans le cadre de sa mission de protection des environnements littoraux, va régulièrement acquérir des terrains sur des zones fragiles, donc le long des littoraux, pour les protéger d'une exploitation qui pourrait leur être nuisible. Et une fois acquis, ces espaces vont être gérés avec une approche durable, en collaboration avec les collectivités locales et un certain nombre d'autres partenaires, afin de garantir une gestion et une valorisation respectueuse de l'environnement. Et dans des projets comme Life Adapto, donc celui sur lequel on a appliqué cette expérimentation pour le marais de Cagny, le Conservatoire du littoral va expérimenter des solutions naturelles pour renforcer la résilience des écosystèmes côtiers face aux risques liés au changement climatique, en montrant l'intérêt de méthodes douces pour protéger les littoraux tout en s'adaptant aux dynamiques naturelles de ces milieux. Et le marais de Cagny est un site qui est particulièrement adapté pour tester ce type d'approche, puisqu'il est à la fois riche en biodiversité et vulnérable à des risques notamment d'inondation. Mais recourir à ces approches douces et imposer ces approches douces sur ce territoire risquait de poser un certain nombre de problèmes d'acceptabilité pour les riverains, et notamment avec deux collectivités locales qui avaient des intérêts un petit peu divergents sur le site, et un site qui est essentiellement exploité par l'agriculture, donc des agriculteurs qui risquaient de voir, en tout cas d'un mauvais œil, la perte d'un certain nombre de leurs possibilités et de leurs terrains. Donc c'est donc dans ce cadre-là qu'on a mené une recherche-action en sciences de l'information et de la communication que je vais vous présenter maintenant. Mais avant ça, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il en retourne, je vais aussi vous expliquer un peu plus en détail quels étaient les différents scénarios possibles à envisager sur le marais de Cagny. Et je reviendrai ensuite sur donc, le rôle de la communication engageante dans cette expérimentation. Donc le Conservatoire du littoral devait comparer plusieurs scénarios de gestion du marais, 5 exactement,
Le premier scénario était nommé le scénario résister. En fait, il consistait à renforcer la digue. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien, c'est en fait la ligne rouge qui se trouve tout au long en diagonale sur la carte. Renforcer une digue qui était en l'état mal entretenue et qui menaçait de rompre à chaque événement climatique. Donc, le scénario de résistance aurait maintenu finalement un polder et donc ça privilégiait la conservation des territoires agricoles. Le Conservatoire du littoral envisageait aussi 3 scénarios d'adaptation qui globalement reposaient sur une conversion partielle ou totale en présalé, donc des terres agricoles, ce qui favorisait un habitat plus naturel, résilient et capable de répondre aux impacts des changements climatiques. Alors ces trois scénarios d'adaptation ont été nommés B1, B2 et B3. Donc le scénario B1 consistait à retrouver un marais à vocation multiple, c'est-à-dire qu'on aurait rendu à la mer une partie des terres agricoles en conservant la partie sud-ouest de la digue existante et en la complétant par une digue rétro-littorale qu'on voit ici en vert en bas à gauche. Le deuxième scénario d'adaptation consistait, lui, en une conservation plus longue d'une partie de la digue existante et en la construction d'un bassin versant. Et l'idée était finalement de renouer avec des pratiques mixtes, c'est-à-dire que lorsque on aurait eu des événements climatiques extrêmes, eh bien, une partie des terres qu'on aurait conservées en terrain agricole aurait pu quand même être submergée. Et le troisième scénario d'adaptation, quant à lui, consistait à dépoldériser complètement l'ensemble du marais et donc à transformer entièrement les prairies humides existantes en prés salés. Le dernier scénario consistait, alors il s'appelait subir parce qu'il s'agissait tout simplement de ne rien faire, de n'adopter aucune mesure proactive dans la gestion de ces risques climatiques et de réparer la digue à chaque fois qu'elle rompait avec des risques d'inondation des prairies relativement fréquents. Donc en termes de communication, il était essentiel de rendre clairs ces différents scénarios pour les citoyens afin qu'ils puissent saisir l'intérêt d'un choix plutôt que d'un autre. Hein. Et une communication basée sur des comparaisons factuelles, des projections chiffrées s'imposait afin de montrer aux habitants les coûts et les bénéfices de chacune des options de manière à faciliter leur adhésion à la décision finale. Et donc pour objectiver tout ça, pour alimenter cette communication, le Conservatoire du littoral a eu recours à des analyses coûts-bénéfices de chacun des scénarios. Donc c'est une méthode qui leur a permis de comparer les coûts d'entretien et de gestion des infrastructures aux bénéfices générés finalement par les services écosystémiques qui auraient été rendus par le marais, tels que la captation du CO2, la protection contre les inondations ou la préservation de la biodiversité. Du point de vue des sciences de l'information et de la communication, ces analyses coûts-bénéfices représentent un outil de transparence informative qui va aider les décideurs et le public à comprendre les choix opérés en matière d'adaptation en traduisant les bénéfices écologiques en termes économiques, ce qui permet au public de bénéficier d'un cadre de référence concret qui facilite leur compréhension des enjeux et leur engagement dans le processus de décision. Donc finalement, la communication a pour rôle de transformer des données brutes en un message compréhensible et pertinent pour l'ensemble du public. Néanmoins, le Conservatoire du littoral avait anticipé que parmi ces scénarios, celui dont l'impact serait le plus positif, enfin l'analyse coût-bénéfice serait la plus positive, serait un des scénarios d'adaptation, mais pas en raison de la préservation de l'activité agricole, mais en raison de la valeur des services écosystémiques rendus.
Donc le problème qu'a anticipé le Conservatoire du littoral, c'est que on allait avoir des difficultés à faire accepter ces scénarios, en particulier notamment pour les agriculteurs qui auraient été impactés par le fait de rendre à la mer une partie des prairies humides. Et donc, au final, les analyses coûts-bénéfices montrent bien, en effet, que c'est le scénario s'adapter, le B1, qui est le plus favorable. Donc celui-ci, pour rappel, il consistait à rendre une partie du marais à la mer, transformer les prairies en prés salés et de créer un équilibre entre protection des infrastructures, préservation de la biodiversité et adaptation durable aux risques climatiques. La monétisation des services écosystémiques, donc ajoutée aux bénéfices agricoles conservés, restait donc finalement supérieure aux pertes économiques liées à cette dépoldérisation partielle du marais. Mais ce dont le Conservatoire du littoral avait conscience aussi, c'est que la communication simple de ces résultats aux citoyens au travers de forums, au travers de rapports, n'allait pas suffire à les engager dans la démarche et à les convaincre finalement du bien fondé de cette démarche. Donc, l'idée du Conservatoire du littoral, ça a été d'un petit peu d'anticiper tout ça et d'engager notre expérimentation, à savoir, outre montrer les résultats de ces analyses coûts-bénéfices, il fallait impliquer les citoyens dans le processus d'analyse pour créer une espèce d'empowerment dès le début de la consultation, donc qui allait commencer par une prise de participation à la construction des outils d'objectivation des politiques publiques. Et donc pour ce faire, on a organisé des consultations publiques avec notamment des agriculteurs, mais aussi des résidents et des élus locaux, pour intégrer leurs préoccupations à la réflexion et leur montrer que finalement les chiffres qui allaient être inclus dans les analyses coûts-bénéfices, eh bien, ils n'allaient pas tomber du ciel puisque c'était eux qui allaient nous les fournir et non donc un institut statistique quelconque ou alors un cabinet d'études. Du point de vue des sciences de l'information et de la communication, finalement, cette démarche, on a vu qu'elle a créé un sentiment d'appartenance au projet et de responsabilité partagée dans la gestion du territoire. Lorsque les citoyens se sont sentis impliqués, ils se sont aussi sentis acteurs des décisions et non simplement spectateurs. Et je termine très vite. Et donc cette inclusion a favorisé l'acceptation sociale des mesures qui est finalement une condition nécessaire pour assurer la durabilité de toute politique publique. Donc je conclus tout de suite. Finalement, cette étude, elle a montré l'importance d'une communication engageante, transparente et participative dès le début des consultations, dont le but était l'objectivation des décisions de politique publique en matière d'adaptation aux risques climatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérémy Picot pour cette belle illustration qui montre en fait une autre stratégie adoptée par les politiques publiques pour sensibiliser ce que vous avez indiqué, la communication engageante. C'est, je pense, un beau concept qui permet en fait à la population concernée par le risque et ce danger de prendre conscience et de les faire participer. Donc on est bien dans l'approche participative. Par le bas, on est aussi, si je me permets d'utiliser d'autres concepts sociologiques, on est dans ce qu'on appelle le développement ascendant, c'est-à-dire que on part de la base de la population pour la mobiliser et pour qu'elle soit acteur de développement local. Et c'est en fait le cas, ça a donné d'ailleurs, comme vous l'avez bien expliqué, ces résultats. Et du coup, en fait, on se trouve réellement dans l'implication de cette population, dans le processus de construction des indicateurs, comme vous l'avez dit, décisionnels, et
en fait, et pour renforcer ce que vous avez bien appelé, et j'aime énormément ce concept, la résilience, les résiliences de cette population, parce qu'elle se trouve dans le cadre d'une co-construction. En fait, la résilience que j'aime beaucoup, en fait, c'est les capacités de protection. En fait, on peut appliquer ce concept dans plusieurs domaines. Généralement, pour la personne qui se trouve dans des difficultés, dans un obstacle, dans des obstacles et dans une impasse, si on peut dire, elle doit se créer en fait, et quand on se trouve dans ce genre de conditions, la résilience est le seul moyen pour s'en sortir, c'est-à-dire comment, en fait, créer des moyens de protection pour, en fait, pour s'en sortir, voilà, tout simplement. Voilà, et de défense. Voilà, je vais passer vite la parole à mon collègue Hassan Mouri. En fait, Hassan, il est maître de conférence à l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis, Université de Manar. Il est sociologue, bien entendu, et plus précisément sociologie de développement et de l'environnement. Alors, la communication de Hassan s'intitule Vulnérabilité, risque de catastrophe naturelle vers une construction sociale liée, le cas des inondations de Tataouine. Je te passe la parole, Hassan. Merci, Madame la Présidente. Avant de passer tout en bas pour exposer, donc je tiens à remercier le CAREP pour cette opportunité de partager les résultats d'une étude pluridisciplinaire sur les inondations à Tataouine. Cette étude demeure encore. Je tiens à remercier Madame Daphne de l'Allemagne, spécialiste dans les questions de risque, ainsi que les cartographes et le conseil de la commune de Tataouine, qui n'est plus maintenant, mais je dois les remercier pour l'effort déployé pour nous donner et nous offrir bien évidemment les documents nécessaires pour mener cette étude. Voilà. Donc, alors, c'était merci beaucoup. Donc, c'est une étude menée sur la zone de Tataouine, la ville de Tataouine plus précisément, mais ainsi la zone d'impact dans la région, pour vraiment étudier les risques des inondations, ainsi que, bien évidemment, les impacts et plus précisément, mettre en œuvre une politique publique intitulé RRC, réduction des risques de catastrophe. Comment ça marche? Voilà. Donc, c'est la réduction des risques de catastrophe. C'est une approche expérimentée en Tunisie dans deux zones. C'est la zone de Tataouine et en extrême sud. Bien évidemment, c'est une zone très aride, mais c'est une zone exposée à des risques des inondations, plutôt maintenant qui sont devenues très répétitives. En laps de temps de 8 ans, nous avons vécu 4 inondations, alors que la dernière de ces cycles, ça remonte aux années 90. Et la deuxième zone, c'est la zone de Ain Draham.
c'est les risques donc, des neiges et des glissements des terrains où on a expérimenté cette approche. Donc, voilà le plan, j'allais vite, donc introduction, méthodologie, concept mobilisé, risque, danger, vulnérabilité, résilience aux stratégies d'adaptation, on va voir pourquoi, l'exposition au risque d'inondation à Tataouine, l'analyse du risque à Tataouine, les groupes vulnérables ou les plus exposés et bien évidemment, conclusion. Donc, le changement climatique donc, et la pression de l'urbanisation, la planification urbaine non raisonnée, c'est-à-dire spontanée ou anarchique, et l'habitat spontané sont des éléments fondamentaux dans l'aggravation des risques de catastrophes dans la zone. Donc, les inondations dans l'espace désertique comme Tataouine sont des phénomènes qui ont une fréquence moyennement faible, généralement, ce qui peut être considéré par la population et même les acteurs locaux comme des incidents occasionnels. Alors, actuellement, l'étude continue sur le travail sur la mémoire collective, mais on peut donner quelques éléments explicatifs. Alors que les dégâts sont de plus en plus catastrophiques, particulièrement la population vulnérable et précaire. On va voir pourquoi. Donc, les inondations répétitives ces dernières années ont bien montré une fragilité certaine. Donc, au niveau de la mise en œuvre des stratégies de faire face à ce phénomène naturel et révèlent des incohérences dans l'intervention des parties prenantes pour sauver les sinistrés. Et je parle ici de l'application de cette approche réduction des risques de catastrophe. Bien évidemment, réduction, ce n'est pas vraiment lutter contre les inondations parce que impossible. Donc, la faille la plus importante dans cette approche, c'est évidemment la stratégie de communication dont vient notre ami français à parler tout à l'heure. Donc, l'approche méthodologique, et j'aille très vite, donc c'est une approche adoptée pour ce genre de sujet, était d'abord qualitative. On a travaillé basé sur les entretiens avec les personnes sinistrées, les acteurs publics aussi, impliqués dans la gestion des catastrophes naturelles, ou la mise en œuvre de cette approche RRC. Donc, aussi une analyse de commentaires, l'analyse des risques de la vulnérabilité repose sur une évaluation quantitative et qualitative des documents fournis par les autorités à Tataouine, parce qu'on ne peut pas travailler sans base de données sur un phénomène comme les inondations. Et aussi, il y a l'application de la méthodologie Adelphi. C'est un groupe universitaire allemand donc, qui ont une forme de laboratoire donc, qui travaille sur cette question pour analyser le risque. Donc, l'analyse de risque, voilà cette approche donc, de risque. Donc, sans tarder trop, l'analyse de vulnérabilité du risque repose sur une évaluation qualitative et quantitative de la question de l'exposition, les risques et les moyens d'adaptation de la population. Donc, il y a une interaction illustrée dans le diagramme suivant, peuvent expliquer comment on a opté pour analyser le risque. Il y a exposition, vulnérabilité et risque, il y a l'adaptation. Donc, si la capacité de faire face augmente, le risque et la vulnérabilité diminuent et le contraire est juste. Donc, voilà les concepts mobilisés. Il y a une observation à faire dès le départ que ce sont des concepts non sociologiques. Ce sont des concepts empruntés ou adoptés des autres disciplines. Alors, je parle, le risque, c'est plutôt l'économie et la gestion. Donc, c'est un concept utilisé dès le début par les gestionnaires et surtout les assureurs qui font l'amalgame exprès entre danger et risque. Il y a la vulnérabilité, c'est un concept adopté de la médecine qui qualifie les états donc, de maladie et de fragilité des patients. Résilience, c'est un concept adopté de la physique donc des métaux. Donc, ce sont des concepts qui ne sont pas d'origine sociologique, ce qui nécessite un travail épistémologique, voire théorique, très important. Et c'est pour cette raison
Tous ces concepts-là, mobilisés, font des convergences entre les utilisateurs. On ne les utilise pas, on ne les mobilise pas de la même façon. Justement, il y a un autre problème qui se pose avec les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, et surtout les Nations Unies, mobilisent ces concepts, mais elle a une représentation imagée très spécifique de ces concepts. C'est pour cette raison, si on utilise ces concepts, et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a travaillé sur les documentations de la FAO parle de catastrophe et ne parle pas de risque. Pourquoi? Parce que si on parle de catastrophe, on élimine les risques, on élimine la responsabilité des pouvoirs pour la gestion donc, des risques. C'est pour cette raison il faut escamoter donc, tous ces phénomènes par ce qu'on appelle les catastrophes. Donc, et le troisième problème, ce sont des concepts galvaudés, sont hyper utilisés et le sens vraiment académique et scientifique de ces concepts se dilue dans les discours et surtout avec l'intervention sociologique ou l'intervention donc des bailleurs de fonds. Donc, le changement climatique, bien évidemment, est devenu une réalité. On a rompu avec les discussions, avec les débats. Est-ce que c'est une réalité ou bien les problèmes, surtout guidés ou bien orientés par les pays les plus pollueurs, comme les États-Unis et la Chine, qui ne veulent plus reconnaître la question du changement climatique. Alors, donc c'est une question donc confirmée par les résultats des recherches scientifiques. Donc maintenant, c'est un constat. Les inondations, donc c'est un phénomène à Tataouine, c'est un phénomène donc redondant et extrême, et l'impact de ces phénomènes donc est très visible dans la ville de Tataouine. Alors, la ville de Tataouine est traversée par au moins 3 oueds. Oued Tataouine, Oued El Gamah et Blel. Donc, sans parler de l'oued de Mazdouri. Donc, ces oueds prennent leur bassin versant donc des localités environnantes. Et ces localités dans l'environnement ont vécu des changements et des changements énormes qu'on va voir tout à l'heure l'impact. Donc l'aménagement de la ville, c'est un aménagement colonial. Et l'aménagement colonial, il a installé 2 édifices publics. C'est la caserne pour contrôler l'espace et bien évidemment la poste. Et donc, la population environnante vient s'installer avec la création de la marché hebdomadaire de la zone. Donc, ils viennent s'installer peu à peu dans la zone. Où ils vont s'installer? Ils vont s'installer sur les terres et les terrains les plus dégradés. C'est dans les lits des oueds. Et c'est pour cette raison, lorsque le phénomène parviendra, donc lorsqu'il y a les inondations, lorsqu'il y a donc des pluies torrentielles d'une intensité extrême, donc on voit la catastrophe. Donc c'est la carte donc d'inondation. On voit toute la zone qui est en rouge, donc c'est la zone la plus menacée, et on voit c'est le plein centre-ville de Tataouine. Donc l'exposition au risque d'inondation à Tataouine. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a principalement la ville. C'est le point le plus bas. Donc topographiquement, c'est le creux donc de la cuvette, si on l'appelle la cuvette de Tataouine, et les quartiers les plus vulnérables. Donc ce sont les quartiers qui en proximité des oueds et dans les oueds, qui habitent dans les oueds. Donc par conséquent, c'est une ville exposée aux inondations. Et vous voyez sur la carte les représentations en rouge. Ça, c'est le point le plus vraiment à risque très élevé donc, à Tataouine. Là, on a, d'après les récits de vie et d'après
les entretiens, là où on a eu les dégâts humains, dans la zone. Donc l'analyse du risque à Tataouine, quels sont les facteurs aggravants? Donc il y a les quartiers anarchiques. Tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des quartiers entassés dans la ville et bien évidemment, ce sont des quartiers installés ou bien aménagés sur les terrains donc les plus bas, les plus dégradés, et donc ce sont des quartiers à risque permanent lorsqu'il y a donc la menace des inondations. Bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'ancienne ville, donc menace par le Oued Tataouine, le plus important, et les villages de proximité. Pourquoi les villages de proximité? Je reviens à cette question-là. Parce qu'il y a, avec la modernisation, avec les changements qu'a vécu toute la zone et le pays, il y a une mobilité démographique importante. Et cette mobilité démographique importante a pris pratiquement deux orientations. Il y a l'immigration internationale, donc c'est vers l'Europe essentiellement, et il y a l'installation dans la ville. Donc on a vécu un vide démographique dans les villages de proximité. Et ces villages-là, pourquoi? Parce que la présence de l'être humain dans les villages fait partie de l'équilibre écologique. Donc, ce sont des villages qui font des aménagements hydrauliques, les Joussour, les Mgoud et les cultures sur les Oued. Dans l'absence de ces êtres humains-là, donc, tous ces ouvrages-là étaient cassés et donc ils ne peuvent plus amortir les crues. Donc c'est pour cette raison les crues se sont devenues de plus en plus intenses. Voilà, donc c'est la carte des quartiers vulnérables. Malheureusement, ce n'est pas encore lisible, mais dans le texte, ça sera très lisible. Donc maintenant, avec une analyse différentielle qu'on a menée sur la base des données quantitatives et qualitatives, donc les groupes les plus vulnérables ou les plus exposés, c'est donc les femmes et les personnes âgées et les petits-enfants. Donc ce sont les groupes les plus exposés aux inondations. Bien évidemment, la qualification de ces gens-là, ce sont la population la plus pauvre et donc, par conséquent, la plus vulnérable. Et donc, il y a des pertes économiques, l'infrastructure collective et aussi, parce que la ville de Tataouine aussi se caractérise par un élevage intense dans la ville, donc il y a la perte donc, économique, surtout l'élevage. Et même, il y a des pertes, bien évidemment, les pertes de salaire, les pertes, etc. Donc, on a analysé aussi comment cette population fait face aux inondations. Donc, une résilience repose sur la solidarité traditionnelle. J'ai dit tout à l'heure, nous, en tant que chercheurs en sociologie, généralement, on veut s'éloigner de ce concept résilience vers l'adoption d'un autre concept appelé, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, stratégie adaptative. C'est-à-dire comment on doit s'adapter à cette catastrophe-là. Donc, un système de prise en charge pas aussi efficace, le RRC n'est pas efficace, et surtout la question de la communication au moment des crises est très faible, donc c'est un problème énorme, et aussi les parties prenantes, c'est-à-dire l'intervention des parties prenantes ou la définition des rôles des parties prenantes. Il y a des chevauchements et donc il y a des problèmes d'intervention. Donc c'est appelé, c'est la disposition de l'État. Donc la résilience ou les stratégies adaptatives dans la zone reposent sur le lien primaire, c'est-à-dire reposent sur la solidarité communautaire dans la zone et
dans les entretiens et dans l'étude, c'est un phénomène qui retourne à chaque fois. Là où il n'y a pas d'État, il y a la communauté. Il y a la solidarité de la communauté qui est encore existante, surtout les familles. Donc, Hassan, pour conclure c'est bon. cet exposé... Oui, j'allais te demander de réduire. Voilà, c'est bon, c'est très bien. Non, c'est bon. Tu as 2 minutes. Donc, pour conclure, je veux dire que cette vulnérabilité, la vulnérabilité sociale est omniprésente dans les moments de catastrophe, surtout la population ou la frange la plus fragile et la plus démunie. Ça, d'une part. D'autre part, le pouvoir public n'intervient que pour maintenir des vies. Il n'est pas là pour vraiment lutter ou renforcer les capacités dans la ville ou dans la région pour vraiment faire face à d'autres catastrophes naturelles, parce que Tataouine ne vit pas que les inondations. Il y a les vagues de poussière, il y a la chaleur, il y a beaucoup de phénomènes. Hein. Donc, cette intervention ou ce bricolage du pouvoir public n'est pas aussi efficace, et donc ça nécessite à revoir cette politique. Et c'est pour cette raison on a trouvé ce sentiment d'indignation et de mépris de la part de la population. Donc ce travail va continuer sur la mémoire collective et surtout les séquelles qu'a laissées ou gravées par les inondations de Tataouine. Je vous remercie et merci beaucoup. Merci Hassan pour cette contribution. Merci de nous avoir donné l'occasion de mieux connaître cette région, parce que c'est pas évident pour tout le monde. En fait, tu as abordé le sujet sous un autre angle. En fait, c'est surtout là, on voit très bien l'impact des inondations, de ce changement climatique sur la population, de ces inondations récurrentes, sur la population qui est vraiment une population vulnérable, et en fait comment cette population en fait s'est enfoncée, si on peut dire, dans la vulnérabilité, comme elle est dans l'exclusion, dans la précarité, etc. Et donc on voit très bien que ces inondations n'ont fait que révéler, en fait, elles étaient révélatrices des inégalités, même par rapport au développement, par rapport à la protection de cette population. Voilà, donc je te remercie encore, et merci pour tous les intervenants d'avoir respecté le temps, parce que là, on est un peu tenu à quitter la salle à 13h30. Voilà, donc je suis obligée d'aller un peu plus vite. Donc, sans tarder, je vous accorde la parole pour ceux et celles qui veulent poser des questions. Oui. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Ah voilà, il arrive. Oui, je vais être rapide là. Cette approche de coût-bénéfice, c'est intéressant, mais est-ce que, parce que dans la communauté, est-ce que les groupes, les catégories étaient justement, avaient la même attitude vis-à-vis de cette approche, d'une part? Est-ce que la communauté a été consultée? Est-ce que vous avez fait du terrain? Et quels en sont les résultats? Parce que vous avez parlé au début un peu de divergence entre deux communautés. La dernière intervention est très intéressante, parce qu'il parle de l'homme comme un des éléments de l'équilibre écologique, et ça c'est très intéressant. Mais en quoi vous avez... sur quelle base vous avez fondé ces résultats, en fait? C'est ça. Bon, voilà. Une autre intervention? Oui, à droite, et puis on a une à gauche, à ma gauche, à moi.
Il y en a une après là-bas. Bonjour, je m'appelle Abdeltif Othmani, je suis chercheur multidisciplinaire et je suis écrivain. La conférence d'aujourd'hui est à ma connaissance très intéressante. Je vais quand même rappeler à monsieur le conférencier, le premier, monsieur Chemi, c'est ça? D'Algérie. Monsieur, vous avez évoqué la question du gaz de schiste. Vous savez mieux que moi que ce sont les Américains qui ont utilisé ce gaz de schiste pour augmenter la production à l'échelle planétaire du gaz. Et aujourd'hui, ils sont les premiers au niveau de la production. Ma question est, l'Algérie qui dispose de quantités impressionnantes de gaz, pourquoi elle a opté pour le gaz de schiste? C'est ma première question. Ma deuxième question est l'utilisation de l'eau. Vous savez mieux que moi que nous avons un problème d'eau dans le Maghreb d'une manière générale. Alors, si on pense au gaz de schiste, qui est un gros consommateur d'eau, à ma connaissance, il faut bien réfléchir, et heureusement que les chercheurs ont quand même trouvé la solution pour éviter cette catastrophe. Par ailleurs, je préfère que le Maghreb, d'une manière générale, se lance un peu dans ce que j'appelle les énergies nouvelles. Je crois que ça sera, à ma connaissance, un point qu'il faut aussi évoquer, et il sera très intéressant que ça soit fait dans le cadre du Maghreb. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à... Je pense, voilà, il y a quelqu'un par là. En fait, on m'a informé que nous devons quitter la salle à 13h, plutôt 25. Je suis obligée de... En fait, ce qu'on va faire, c'est que on n'aura pas l'occasion de donner la parole à ceux qui ont communiqué. Donc, vous aurez l'occasion de discuter avec eux au cours du repas. Je suis désolée. Alors, à vous de la parole. طبعا صراحة فيما يتعلق بالهشاشة، هشاشة المجتمعات وانعكاسها على هشاشة الأشخاص، بالتالي أنا أعتقد أن الورقة الأخيرة كانت قيمة جدا وفيها كثير من الأفكار وفيها كثير من المعلومات، وكنا نتمنى أن نطلعوا نحن سابقا على هذه الورقة، لأن فيها كثير من الأشياء التي استفدنا منها. لكن أشير أن أنا أتمنى أن يكون هناك دراسات ميدانية حتى نعطى يعني دراسات يعني على أرض الواقع، حتى نعطي مؤشرات أكثر دقة يعني فيما يتعلق بالهشاشة. أيضا نحن ربما نحتاج على مستوى العالم العربي صراحة نحتاج مقاييس كل مقاييس محلية وليست مقاييس ممكن تم تطبيقها في مجتمعات أخرى، لأن البيئة طبيعة البيئة من حيث حتى الإنسان فيما يتعلق يعني على سبيل المثال في درنا مثلا اكتشفنا أن الأشخاص اللي لهم علاقة بالواعظ الديني يعني هم أكثر تحملا للصدمة، يعني لما يكون الإنسان أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى وقربا، فحتى تقبله للصدمة تكون أقل من الأشخاص العاديين، وبالتالي نتمنى أن يكون هناك مقاييس محلية أو عربية تأخذ بعين الاعتبار البيئة العربية بطبيعة المجتمعات العربية باعتبارها لها خصوصية، ربما خصوصية تختلف عن المجتمعات الأخرى. وأتمنى ممكن من خلال أستاذنا الفاضل على الذي قدم هذا الورقة الأخيرة أن يكون لدينا مقياس، وممكن نحن نستفيد منك، ممكن نطبق هذا المقياس في تونس وممكن يتم تطبيقه حتى في دول أخرى ونحن نستفيد منه حتى في ليبيا. شكرا. Merci encore pour les trois communicants. Merci pour vos interventions. Je suis obligée de clôturer cette séance par contrainte de temps et vous aurez l'occasion de discuter avec mes collègues dans un moment. Voilà, je vous remercie et je suis obligée d'arrêter cette séance. Merci à vous. الحضور الكريم، طاب يومكم.